Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Guillaume Balas, le délégué général du réseau Envie France, groupe dédié à la collecte et à la valorisation des déchets qui met en place une plateforme d'achat en ligne d'appareils électroménagers rénovés. Dans notre débat, on parlera des attentes du secteur de l'éolien avant les annonces de planification écologique et la loi énergie-climat. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les maisons bioclimatiques à monter soi-même d'Emrea. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Guillaume Balas, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc délégué général du réseau Envie France. C'est quoi Envie France? Présentez-nous ce réseau. C'est d'abord des entreprises de l'économie circulaire, c'est ça? Ouais, alors on fait de l'insertion depuis 1984, c'est-à-dire que les personnes qui sont éloignées de l'emploi, on leur met le pied à l'étrier pour qu'elles puissent revenir sur le marché de l'emploi. Et pour ça, on fait de l'économie circulaire, d'abord sans le savoir, en 1984. Puis aujourd'hui, on sait bien que c'est un très grand enjeu. Et donc on a 53 entreprises aujourd'hui en France. Dans quel secteur d'activité? Alors, on fait du réemploi d'appareils électroménagers de façon massive, même si on a aussi des diversifications dans d'autres domaines. Je pense par exemple au matelas, démantèlement d'engins de route, ou encore les jouets, ou encore, voilà. Ou le matériel médical, on en parlera d'ailleurs. Et on en parlera de matériel médical. Mais c'est l'électroménager qui est vraiment notre marque de fabrique aujourd'hui. Ouais. Et donc, vous créez une plateforme d'achat en ligne pour ces appareils électroménagers dans la région grenobloise. C'est quoi? C'est une nouvelle étape? Comment vous définissez cette initiative? En fait, l'idée que l'économie sociale et solidaire, c'est vieillot, c'est fini. Et ça fait déjà un bout de temps, mais ça ne se sait pas assez. Et là, ça va en être la démonstration à Grenoble, puisque, en gros, on va optimiser aujourd'hui un certain nombre de nouveaux process industriels qui vont permettre de faire plus de rénovation de machines d'électroménager et de pouvoir les vendre à bas prix à des populations qui en ont besoin ou à tous ceux qui le souhaitent, notamment en s'appuyant sur une nouvelle organisation du travail qui a pour but de mieux apprendre aujourd'hui à nos personnels en insertion, mais aussi à augmenter notre productivité. Et ça passe donc par une plateforme d'achat, c'est ça? Alors c'est une plateforme plus globale, c'est une plateforme de production, une plateforme de vente et une plateforme logistique qui va pouvoir aujourd'hui accueillir beaucoup plus de camions pour pouvoir faire venir aujourd'hui le gisement d'appareils à rénover dont nous avons besoin. Et ensuite, d'optimiser, comme je le disais, en séparant, c'est un peu technique, mais quand même je le dis, c'est important, en séparant ce qui va être de l'ordre du diagnostic de ce qui va être de l'ordre de la rénovation, de la réparation. Voilà. C'est pour ça que vous parlez de nouveaux process industriels d'une certaine façon. C'est quoi le bilan carbone d'un appareil rénové par rapport à du neuf? Alors, on a fait faire une étude là, qui est une étude simplifiée, qui demande encore à être expertisée, mais enfin on est sur des chiffres extrêmement impressionnants. Si on prend au global sur l'impact écologique, on est à peu près à moins 10, moins 20 pour les appareils qui sont rénovés, réemployés, c'est-à-dire ceux que l'on reconstruit après usage, que ce soit des déchets ou des produits. Si on prend la question du CO2, on est sur des chiffres vertigineux, puisque par exemple, un appareil, on va prendre une machine à laver, c'est 38 fois moins d'impact carbone qu'une machine à laver neuve. C'est-à-dire que là, et c'est 40 par exemple pour les réfrigérateurs. Effectivement, c'est imbattable. On est dans, alors vous nous l'avez dit, la mission d'une certaine façon du réseau Vie, au départ, c'est la réinsertion, c'est de faire revenir à l'emploi des gens qui en sont éloignés. Ça se rejoint parce que là, vous parlez d'un nouveau process industriel. On est dans des circuits courts, dans des emplois pérennes. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. C'est que aujourd'hui, l'avenir, ça va être quoi? Ça va être des emplois de proximité. On voit bien que notamment les limites écologiques font que, y compris le transport pour les salariés à l'international ou même à dimension nationale est questionné. Là, on crée vraiment de l'emploi local et surtout, et je crois que ça c'est extrêmement important, aujourd'hui des entreprises comme Envie réindustrialisent le pays. C'est-à-dire qu'on réinternalise un certain nombre de process industriels aujourd'hui qui permettent de retrouver aussi de la souveraineté sur quel type de politique industrielle et quel type de marchandises aujourd'hui les gens peuvent avoir, comment ils peuvent s'équiper. Oui, parce que le principe même de votre activité, elle n'est pas délocalisable. Ah non, absolument pas. Enfin voilà, c'est une lapalissade, mais il faut le rappeler. Absolument, puisque de toute façon, les produits que nous réemployons ou les déchets que nous réemployons, eh bien évidemment, sont situés sur le territoire national. Oui.
et exclusivement sur le territoire national. La source, justement, est-ce qu'elle est suffisamment vaste? Parce que vous nous dites on est en train de monter en puissance avec un nouveau process industriel. Encore faut-il avoir une filière qui fonctionne, qui vous alimente justement en appareils électroménagers. Beaucoup de travail aujourd'hui. Alors c'est très complexe, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a plusieurs partenaires, les pouvoirs publics évidemment, ce qu'on appelle les éco-organismes, qui en fait sont des entités non lucratives, mais qui ont pour but de collecter l'écotaxe que nous payons tous, et ensuite d'en faire profiter, j'allais dire, la société, en organisant aujourd'hui les filières de recyclage et de rénovation ou de réemploi. Et nous sommes à un moment critique, c'est-à-dire qu'il faut reposer aujourd'hui, après la loi AGEC, donc la loi de lutte contre le gaspillage qui date de 2020, il faut reposer aujourd'hui un certain nombre de sujets pour organiser la filière. Il y a des acteurs historiques comme nous. La loi AGEC, elle a permis à des filières de se créer dans des secteurs où il n'y en avait pas. C'est ce qu'on appelle les REP, la responsabilité élargie du producteur. Et ça a été un événement majeur, et en effet, ça a été une réussite. Donc vous dites que là, il y a un moment, une étape de croissance. Oui, alors il y a une étape déjà de constat, c'est-à-dire savoir, dans l'électroménager par exemple, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme engin à réemployer ou pas, comme machine qu'on peut réutiliser ou pas. Donc, il faudrait des études qui objectivisent aujourd'hui, bon bah voilà, on peut faire ça, et c'est à quel coût, parce que si ça demande énormément d'investissement, bah, évidemment c'est pas la même chose que si ça en demande moins. Il y a beaucoup d'acteurs privés qui veulent rentrer aujourd'hui sur le marché, je pense à des jeunes startups qui sont intéressantes, innovantes, mais le problème c'est, y a-t-il aujourd'hui assez de matériel à rénover pour tout le monde? Et donc c'est pour ça que nous demandons à un certain nombre d'institutions publiques, l'ADEME par exemple, de pouvoir faire des études qui objectivisent aujourd'hui ces sujets pour qu'on puisse discuter entre nous, faire en sorte qu'on construise une véritable filière du réemploi aujourd'hui dans ce pays. Le réemploi, c'est pas l'insertion, le réemploi, c'est quand on rénove des appareils. Oui, évidemment, et on est au cœur de cette économie circulaire dont on parle. Le réseau Envic a également bénéficié du premier contrat à impact circulaire, justement, de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Ça représente près de 5 millions d'euros d'investissement autour du réemploi du matériel médical. C'est ce dont on commençait à parler tout à l'heure. Alors, de quoi on parle là encore, on parle beaucoup de filières dans cette interview. C'est une nouvelle filière qui se crée. Elle existe déjà, montée en puissance. Alors, Envie Autonomie est donc aujourd'hui en effet une filiale de la fédération Envie qui a sa propre autonomie comme son nom l'indique et qui est sur un modèle en effet très innovant et donc qui a cherché des investisseurs, qui en a trouvé par ce biais-là et par d'autres, et qui a pour but de dire qu'il est complètement étonnant de voir à quel point aujourd'hui le matériel médical est cher, notamment on pense à tout ce qui est fauteuil roulant ou le lit médicalisé, que souvent il y a des gisements de lits d'occasion ou de fauteuils roulants ou autres importants, que ça peut être par exemple dans les EHPAD, ça peut être dans les pharmacies, ça peut être ailleurs, et qu'il faut organiser aujourd'hui la rénovation de ces appareils pour baisser les prix et pour que chacun puisse aujourd'hui s'équiper. La population est en train de vieillir, il y a un enjeu qui est absolument majeur. Et donc, ça fait maintenant depuis quelques années que nous sommes sur ce sujet. On se développe beaucoup. Ce qu'il faut trouver maintenant, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, est-ce que l'État et les autres partenaires peuvent organiser un cadre qui fasse qu'il y ait un véritable modèle économique. L'Assemblée nationale a voté le remboursement par la sécurité sociale de ce matériel rénové, mais le décret est toujours pas là. Donc on attend ce décret parce qu'évidemment. Ce sera un appel d'air. Ah oui, parce que ça peut solvabiliser évidemment ces activités. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique. Si, nous on s'en sort, mais ça demande des efforts qui sont des efforts très importants, et on aimerait bien avoir un peu plus de visibilité. Alors il y a l'enjeu écologique, on l'a bien compris, redonner vie à ces matériels. Et puis il y a l'enjeu économique pour toute une partie de la population pour qui ce matériel est quasi inaccessible. Oui, tout à fait. C'est ça aujourd'hui. C'est quoi les différences de prix là aussi? Alors on a fait le bilan carbone sur l'électroménager, là on pourrait faire une différence de prix sur c'est un peu comme un fauteuil roulant ou un. C'est un peu comme l'électroménager, on est à 30 à 60% de prix inférieur par rapport au neuf. Donc évidemment c'est massif et ça permet un achat
plus aisée aujourd'hui pour des catégories qui en ont besoin. Une autre diversification de ce réseau en ville, la pièce détachée de réemploi. Oui, c'est important. Alors on parle de quel secteur? L'électroménager, le gros électroménager là, mais alors moi je pense automobile aussi, est-ce que ça fait partie de... L'automobile a été précurseur. Oui. Alors nous, on ne touche pas à l'auto aujourd'hui, mais l'automobile a été précurseur et on s'est aperçu notamment à Envie-Rhône-Alpes, qui aujourd'hui justement expérimente cette nouvelle plateforme à Grenoble. Envie-Rhône-Alpes a démontré que en utilisant eux-mêmes des pièces détachées d'occasion, on va dire, ou de réemploi, eh bien, ils font baisser leurs coûts. Et évidemment, ça peut se reporter après sur le consommateur et ça permet d'avoir évidemment un impact écologique beaucoup plus fort puisque vous n'achetez plus de la pièce neuve mais vous utilisez vos propres pièces. C'est compliqué pour plein de raisons, mais on est en train aujourd'hui de monter en puissance sur ce sujet et on compte bien continuer. C'est compliqué parce qu'il faut garantir le produit. Oui, c'est pas tellement ça. C'est pas le plus important. Honnêtement, aujourd'hui, nos pièces détachées de réemploi, elles sont de qualité. C'est plutôt des histoires de circuits industriels, d'habitude aussi des réparateurs, tout simplement. Voilà, on a l'habitude aujourd'hui d'aller chercher sa pièce neuve, d'aller l'acheter, c'est aisé, c'est facile. Et à nous de faire en sorte que les pièces détachées de réemploi soient aussi aisées et faciles à aller acheter que ces pièces neuves. Merci beaucoup Guillaume Balas et à bientôt sur Bismart. Merci on passe à notre débat, l'énergie éolienne en question. Le débat de Smart Impact avec Michel Gioria, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes délégué général de France Renouvelable. Tout à fait. Et Cédric Philibert, bonjour, bienvenue. Chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et auteur de ce livre Éolienne, pourquoi tant de haine aux éditions Les Petits Matins. Je commence avec le rapport publié cette semaine par RTE, le réseau du transport, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Je les cite, il préconise une accélération du déploiement du solaire et de l'éolien d'ici 2035. Est-ce qu'on peut dire, Michel Gioria, je commence avec vous, que c'est une obligation, tout simplement, vu les quantités d'électricité nécessaires dans les prochaines années? C'est effectivement une nécessité, complètement, puisqu'on a effectivement une croissance assez importante de la consommation d'électricité liée à ce qu'on appelle l'électrification des usages. Donc, je remplace une voiture thermique par une voiture électrique, je remplace une chaudière au gaz et une chaudière au fioul par une pompe à chaleur dans le bâtiment, je remplace mes procédés industriels par l'électrification des procédés. Ça fait de la consommation d'électricité et aujourd'hui, éolien et solaire sont les deux seuls moyens pour produire cette quantité additionnelle d'électricité au cours des au moins 15 prochaines années. Ça veut dire que ces sources d'énergie renouvelable sont celles qui ont le potentiel de croissance le plus plus c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on constate partout dans le monde et la France n'échappe pas à cette tendance-là, c'est ce qui a le plus fort potentiel de croissance et qui est désormais compétitif. Ouais, cette hausse de la consommation d'électricité d'ici 2035, c'est, je ne sais pas si vous l'avez chiffré, c'est autour de 40%. 40%. Autour de 40%. Voilà, on prend l'ampleur du défi. Cédric Philibert, l'atteinte de ces objectifs, ça dépend de la capacité à produire plus d'électricité sous toutes ses formes, et notamment les formes renouvelables. Est-ce que ça dépend aussi de nous, de nos efforts de sobriété? Parce qu'on sort d'une période où on a demandé aux Français, aux entreprises, aux particuliers, ces efforts de sobriété. Il va falloir les maintenir dans la durée? Oui, bien sûr, ce serait souhaitable si on peut les maintenir. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de domaines qu'on n'a pas encore vraiment explorés. Oui. Vous savez, il y avait le slogan réduire, déplacer. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour déplacer la consommation et faire en sorte que ce ne soit pas seulement la production qui s'adapte à la consommation, mais que ce soit aussi la consommation qui s'adapte à la production. Dans les usines, avec du stockage thermique, dans les maisons, régler autrement peut-être le programmateur d'un certain nombre de machines, etc. Ça doit pouvoir permettre, et utiliser le compteur Linkin pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire donner une information en temps réel. On doit pouvoir aider beaucoup à l'adaptation. Donc c'est pas seulement consommer moins, c'est aussi consommer de préférence au bon moment. Et ça suppose de la pédagogie. Est-ce qu'elle est faite aujourd'hui? Ça commence doucement. Vous en trouvez des éléments dans ce rapport, mais après évidemment il faut traduire ça en concept pour le grand public. Mais je crois que c'est important de percevoir qu'il y a une dimension. On dit parfois avec les renouvelables variables, l'éolien et le solaire c'est variable, c'est intermittent. Et donc ça va être très difficile si en même temps on veut augmenter la consommation d'énergie. En réalité, la plupart de ces nouveaux usages de l'électricité, ils vont être
en eux-mêmes très flexibles. Songez qu'une voiture électrique, c'est d'abord une batterie sur roue. Oui, et donc elle peut servir au réseau pour redonner son électricité quand elle en a plus besoin. Oui, mais avant ça, bien avant ça, elle va servir à absorber l'électricité au moment où elle est pas chère et abondante. Et donc décider du bon moment de la recharge, inciter au bon moment de la recharge, pas forcer, pas obligé, mais inciter, ça va donner beaucoup de flexibilité. C'est pareil pour la production d'hydrogène, c'est pareil pour un certain nombre de procédés électriques dans l'industrie. Alors, je vois, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut aborder ensemble. Je voudrais qu'on parle, et je commence avec vous, Cédric Philibert, de l'acceptabilité des projets. Parce que là, vous nous parliez finalement de nos comportements, des nécessités de pédagogie. Comment vaincre les réticences? Parce que si on veut monter en puissance, c'est quand même un enjeu majeur. Je crois qu'il faut d'abord expliquer pourquoi on a besoin du solaire et de l'éolien. On en a besoin pour évidemment nos objectifs climatiques, mais on en a besoin pour se défaire de la dépendance au pétrole et au gaz, dont les prix sont erratiques, qui nous maintiennent en suggestion à l'égard d'un certain nombre de pays étrangers. On a besoin d'avoir une production locale, nationale, européenne, très importante, en solidarité avec nos voisins européens avec qui on peut échanger, et c'est quand même très très utile. Mais on a besoin de produire notre propre énergie autant qu'on peut. Aujourd'hui, les fossiles, c'est les 2/3 de notre consommation d'énergie. Il faut ramener ça à moins d'un tiers, si possible, de façon à retrouver des marges de manœuvre et des coûts faibles, des coûts acceptables, parce que sinon on peut se retrouver comme en 2022 avec des coûts qui crèvent les plafonds. Michel Giroya, ça dépend aussi de tous les opérateurs de ces projets d'installation d'éolien. Comment vaincre ces réticences? Comment impliquer les habitants? Parce que c'est là que ça se joue. Alors, il y a plusieurs leviers. Bon, la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui a été adoptée en mars de cette année, en mars 2023, elle ouvre 3 grands leviers. Elle ouvre un premier levier qui est tout le travail de refonte des questions de concertation avec la mise en place des zones d'accélération, avec les comités de projet autour des maires, etc. Là, on dit, en fait, vous arrivez sur un territoire, vous êtes un développeur de projet, vous arrivez sur un territoire pour développer un projet de photovoltaïque ou un projet d'éolien terrestre. En fait, il y a deux sujets. Premier sujet, allez tout de suite voir le maire et construisez le projet avec lui. Le maire connaît son territoire, connaît ses habitants, connaît sa population, et donc il va vous dire, en fait, si vous construisez votre projet, construisez-le de telle manière, etc. Ça, c'est un point qui est vraiment important. On remodèle, réforme les questions de concertation. Premier élément. Deuxième élément, un deuxième point qui est important, c'est qu'un projet d'énergie renouvelable, souvent photovoltaïque ou éolien, il arrive souvent dans un territoire rural. Ce sont des territoires qui ont aujourd'hui besoin de se développer, de stabiliser la population chez eux, qui ont besoin de recettes pour accompagner la rénovation de la mairie, de la crèche, etc. Et du coup, là, il y a un sujet de partage de valeur qui est extrêmement important. On dit, en fait, essayons de trouver des accords pour se dire, en fait, la richesse qui est créée par ce projet, et ça crée de l'électricité, mais ça crée aussi de la richesse, en fait, faisons un transfert de richesse, notamment vers les communes, pour leur permettre de réinvestir et de faire elles-mêmes leur transition. Ça, c'est un point extrêmement important, en rénovant les bâtiments, l'éclairage public, etc. Et dernier sujet qui est important, il y a la question de la gouvernance. Ça, c'est un point qui est essentiel. D'autres pays de l'Union européenne l'ont fait, j'allais presque dire, un peu plus tôt que nous. Vous avez la possibilité, désormais, quand vous êtes un citoyen ou quand vous êtes un élu, de rentrer au capital du projet et de donner votre avis sur les choix techniques qui sont faits dans le projet et sur la répartition de la richesse. Ces 3 leviers sont clés, c'est essentiel. Alors, on est en pleine actualité avec la loi, la planification écologique annoncée par le président de la République, la loi de programmation énergie-climat à venir. Je commence avec vous, Cédric Philibert. Qu'est-ce que vous attendez de la planification écologique pour les énergies renouvelables? C'est une bonne question, parce qu'il y a des objectifs qu'on nous annonce comme ambitieux. Moi, je trouve qu'ils ne le sont pas assez. En particulier, il y a des objectifs ambitieux en termes d'éolien offshore. Et je trouve que si on arrive à faire tout ce qu'on veut faire, c'est bien. Il y a un objectif ambitieux en termes de solaire. Ça va être difficile parce qu'on s'est tiré des balles dans le pied, par exemple avec une interdiction de défrichement de tout endroit de 25 hectares qui n'existe que pour le photovoltaïque. Toute autre activité économique peut demander une autorisation de défrichement. D'ailleurs, il y a beaucoup de conflits à ce sujet sur des routes, des centres commerciaux, des centres de loisirs, des golfs, tout ce qu'on veut. La seule activité économique qui est interdite de forêt, c'est le photovoltaïque. Il n'y a aucune raison et on n'y arrivera pas parce qu'on a besoin
on va en mettre sur les toits, on va en mettre sur les friches, on va en mettre sur les parkings, mais on a besoin d'en mettre au sol, c'est quand même l'option la moins chère, et on peut se mettre là où il y a des capacités d'accueil dans le réseau. Et donc c'est très important pour pouvoir aller vite, parce que s'il faut attendre de déployer le réseau là où on a un projet, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Donc voilà, donc sur le photovoltaïque, il y a un objectif ambitieux, mais je ne sais pas s'ils vont y arriver. Oui. Et puis l'éolien terrestre reste le mal-aimé de la classe. Il y a un objectif de maintenir ce qu'on a fait depuis 2 ans. C'est pas assez. D'abord, c'est un objectif qui est exprimé en gigawatts. Il faudrait l'exprimer aussi en térawattheures, parce qu'une éolienne, le facteur de charge, qu'on appelle le facteur de charge, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui dépend uniquement du vent, ça dépend aussi de l'éolienne. Si je fais une éolienne plus grande, plus haute, avec des pales plus longues, et que j'ai la même puissance électrique, je vais avoir plus de kilowattheures à la fin. Et c'est très important, parce que ces kilowattheures, ils auront plus de valeur en même temps. Ouais. Donc il faut donner des objectifs ambitieux pour l'éolien terrestre, comme pour le reste. Alors, votre avis là-dessus aussi, Michel Gérias, cette planification écologique, sans peut-être répéter ce que vient de nous dire Cédric Philibert, pour vous, c'est quoi la mesure la plus importante ? La mesure la plus importante, ça serait un discours clair du président de la République sur la nécessité d'engager un vrai travail collectif sur le déploiement des énergies renouvelables. C'est essentiel. Notamment parce qu'on a pu, au cours des dernières années, l'entendre douter de certaines filières, et notamment de l'éolien terrestre. Évidemment, quand un président de la République d'un pays centralisé comme le nôtre doute, évidemment, ça fait des petits et ça ne facilite pas les choses. Donc il est important aujourd'hui, sur la base des travaux de RTE, qu'on puisse dire, qu'il puisse dire, on a besoin, 1, de toutes les filières renouvelables, y compris de l'éolien terrestre, ça c'est le premier point, et 2, qu'il faut assumer cette espèce de renouvellement du système électrique français qui va se faire par le doublement en 10 ans des capacités de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Ça, c'est un premier point. C'est un message présidentiel très clair. Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir, la Première ministre l'a débuté, il va falloir qu'on arrive ensuite, sur la base de ces objectifs-là, à décliner territorialement, avec les élus locaux, la mise en œuvre de ces projets. Et ce travail de planification territorialisée, maintenant qu'on a planification au niveau de la Première ministre, il va falloir le décliner à l'échelle des communes, des intercommunalités, pour que ça devienne une réalité. On a beaucoup parlé d'éolien terrestre, vous parliez du offshore. Pour atteindre ces objectifs collectifs de production d'énergie renouvelable, on aura aussi besoin de l'éolien en mer. Il y a quand même une crise en ce moment. Inflation, taux d'intérêt en hausse, croissance des coûts de production. On voit, je le disais cette semaine dans la presse, un certain nombre de géants du secteur qui se retirent même de certains marchés après y avoir investi de l'argent. C'est quoi ? C'est une crise de croissance ? C'est un réveil douloureux ? Comment vous qualifiez ça ? En fait, on a le même sujet sur les énergies renouvelables que dans le secteur du bâtiment, pour donner une image qui marque. Hausse des taux d'intérêt, ça complexifie les choses, et déficit de permis, ça complexifie les choses aussi. Donc là, il y a 2 mesures qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut qu'on arrive à réindexer les prix. Désormais, il y a de l'inflation, il faut qu'on revienne à l'indexation des prix sur les appels d'offres. Si l'inflation augmente, on augmente les prix. Si l'inflation diminue, c'est comme les salaires, en fait, on diminue les prix pour stabiliser les modèles d'affaires. Et ça, c'est valable sur toutes les filières ENR, mais ça va être aussi valable dans la rénovation du bâtiment, etc. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je crois qu'il faut qu'on ressorte ce qui a été fait dans les années 80, à un moment donné, qui est la question de la bonification des taux d'intérêt. Il y a des outils, la BCE, la Banque européenne d'investissement, etc., peuvent porter ces sujets-là. Engageons-nous dans la bonification des taux d'intérêt sur toutes les infrastructures nécessaires pour la production d'électricité renouvelable. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle, Cédric Philibert, le titre de votre livre Éolienne, Pourquoi tant de haine, publié aux éditions Les Petits Matins. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et je vous présente mon invité Issa Dia. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Thomas-Hugues. Vous êtes le cofondateur de Demrea. Vous l'avez créé il y a 2 ans, 2021, avec Pascal Thomasy et Hicham Zabidi. C'est quoi l'idée de départ ? C'est quoi Demrea ? Alors Demrea, c'est de concevoir l'habitat de demain. Ouais. Un habitat en éco-conception, à savoir écologique, autonome et passif, et en autoconstruction, permettant de pouvoir être réalisé en 3-5 jours, sans moyen de levage, sans compétences spécifiques dans le domaine du bâtiment. Alors Demrea, c'est issu du fruit de mon expérience. Moi, Issa Dia, cofondateur de Demrea, je suis un économiste de la construction depuis plus de 20 ans. Okay. Et j'ai travaillé pour le compte de promoteurs immobiliers, à la fois dans tout ce qui est résidence, tout ce qui est génie civil, et étant sensible à l'écologie, à la fois à la déconstruction, chaque projet générait des déchets. Et ça m'a impacté. Vu l'écologie, vu l'environnement, on ne savait pas quoi faire avec ces déchets-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de monter Demrea, inventer un brevet d'invention
qui permettent de pouvoir obtenir des éléments manuportables, ne générant aucun déchet en construction et en déconstruction. D'accord, donc ce sont des maisons en kit en fait, si je comprends bien. Effectivement, en kit, manuportable. Manuportable, donc c'est des pièces, on a vu quelques images, mais manuportable, ça veut dire que vous limitez la taille des pièces pour qu'elles soient facilement Alors effectivement, on a développé ce brevet d'invention relatif à des pièces de connexion affixées sur une ossature galvalégère au bois, permettant d'obtenir des panneaux manuportables de 15 kg à 45 kg. Ces panneaux permettent d'être montés en 3-5 jours, ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter tout ce qui est moyen de levage, réduction des émissions de CO2 par rapport à tout ce qui est engin, convoi exceptionnel, grue, et permettant aussi de pouvoir accéder à certains endroits limités par l'accès du fait que les gens sont manuportables. Oui, bien sûr. Quel marché vous visez? Les particuliers, des entreprises, des collectivités? Aujourd'hui, ce qu'on cible, c'est tout ce qui est habitat léger, tout ce qui est tourisme, particulier, tourisme et tout ce qui est acteur public. D'accord. Des acteurs publics qui pourraient être intéressés par vos produits pour quel type de projet, par exemple? Alors, tout ce qui est bailleurs sociaux pour développer tout ce qui est écoquartier en horizontal, sachant que les maisons d'Emreya sont de 2 gammes. Il y a la gamme basique et prestige. Et l'objectif, c'est d'avoir une autonomie, à la fois soit se brancher directement sur un réseau commun ou permettant d'avoir une autonomie. L'objectif est de permettre à tout ce qui est bailleurs sociaux de réduire surtout tout ce qui est déchets, réduire le coût de la finance, et permettre de pouvoir loger rapidement les personnes qui ont besoin en fait de se loger rapidement. Oui, parce qu'il y a évidemment une modularité, on va dire, assez évidente de votre offre. Ça coûte combien et quelle taille de maison on peut construire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la maison? On vous dit il y a 2 modèles. La maison de base, entre guillemets, d'Emreya, c'est quelle superficie? Alors on a 4 catégories. On a la première qui est un studio de jardin ou une extension de maison de moins 20 mètres carrés, composée d'une pièce de vie. On a le 35 mètres carrés qui est composé d'un salon séjour, une salle d'eau et une cuisine qui fait 35 mètres carrés. On a le 51 mètres carrés qui fait pareil, salon séjour, salle d'eau plus une chambre. Et le 71 mètres carrés qui est identique avec 2 chambres. Alors la différence, c'est que de la base du 35 mètres carrés, on peut rendre modulable la maison, rajouter des pièces. On peut la faire grandir, d'accord. Sans toucher la structure principale. Tel est l'objectif du brevet d'invention qui permet de pouvoir agrandir et réduire la construction sur la même base, sans toucher la structure principale. On est en pleine crise immobilière. C'est une réponse à cette crise pour vous? Effectivement, alors dans plusieurs paramètres, à la fois l'écologie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, la réglementation RE 2020 nous impose pas mal de critères. Aujourd'hui, Demrea est composé de matériaux biosourcés, qui est le chanvre en tant qu'isolant, qui est le bois en habillage intérieur-extérieur, et l'ossature galvalégère au bois. Ce sont des matériaux qui sont recyclables et qui ont une fin en fait, qui ne nuira pas à l'environnement. De plus, aujourd'hui, avec le concept, ça nous permet de pouvoir réduire les émissions de CO2, qui est dû au transport, dû au convoi exceptionnel, dû aussi à l'assemblage. Aujourd'hui, l'Emreya permet de pouvoir assembler des éléments manuportables d'une dimension standardisée qui permet de réduire tout ce qui est production de déchets, du fait par rapport à la loi AGEG, qui ne va pas tarder à rentrer et qui va imposer à toutes les entreprises de pouvoir respecter tout ce qui est production de déchets. Dernier mot, il nous reste une quarantaine de secondes. Pour la croissance de l'entreprise, il y a une levée de fonds un peu dans les tuyaux, en prévision? Effectivement, aujourd'hui, Demreya est en pleine préparation pour sa levée de fonds qui doit intervenir en octobre. Et les précommandes de Demreya commenceront à partir de début octobre 2023 pour une première livraison des maisons à partir du 2e trimestre 2024. Eh ben, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup Issa Dia et bon vent à Demreya. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Habismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Merci beaucoup.